Bonjour Martine Biard. Bonjour Régine Inquiet, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ou nous écoutent déjà sur RCF. Nous arrivons au terme du parcours historique et sociologique des odeurs et des parfums, qui nous a conduits du royaume de la reine de Saba, riche en parfums avec la myrrhe, l'encens, la civette et l'ambre-gris, jusqu'à aujourd'hui, où nous abordons la parfumerie du XXIe siècle. Est-ce que l'on peut parler de parfumerie moderne? Y a-t-il eu une rupture entre le XXIe siècle marqué par la maison Guerlain et notre XXIe siècle, ou simplement une évolution contemporaine de celle de la société? Alors, déjà on peut parler d'une architecture dans la parfumerie qui a été mise au point dès la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, grâce au génie de François Coty. François Coty qui a inventé la parfumerie telle que nous la connaissons aujourd'hui, relayée bien sûr par la maison Guerlain dont nous avions déjà parlé à l'occasion de 2 émissions. Donc architecture olfactive très équilibrée à base de végétaux avec des fleurs sélectionnées et puis ensuite aussi des corps synthétiques qui sont très maîtrisés par les laboratoires chimiques. Alors sont mêlés à ces senteurs, tout cela est mêlé de telle façon que l'on obtienne des senteurs nouvelles qui font que, en cette aube du XXIe siècle, chaque parfum est le résultat en fait d'une alchimie, d'un secret, autrement dit d'un laboratoire au service d'une créativité avec de véritables artistes. Alors je pense par exemple à Serge Lutens, je pense également à des nez comme celui de Jean Laporte qui travaille pour le maître parfumeur. Je pense également à un génie comme Edmond Rudnitska qui a travaillé pour Dior. Ensuite, Jean-Claude Héléna également, qui est l'auteur du fameux Que sais-je sur les parfums, paru en 2007, et qui a travaillé pour les maisons comme Van Cleef & Arpels, ou comme Bulgari, ou qui a travaillé aussi pour Cartier, ou la maison Hermès. Donc, ce sont des référents, bien sûr. Oui. Et puis, il y a également des gens plus discrets, moins connus, mais qui sont tout aussi talentueux et au service justement de maisons de parfums où ils ont également un rôle déterminant et efficace. Donc c'est aussi un hommage à tous ces nés, à tous ces créateurs que je voudrais faire passer dans cette dernière émission qui va clôturer notre série. Les nés du siècle dernier étaient des esthètes un peu. C'était des gens qui étaient très cultivés, très poètes. Est-ce que les nés contemporains ont d'autres caractéristiques? Alors, les nés contemporains, je pense, sont tout aussi cultivés, mais ils ne sont plus seulement au service d'une catégorie, d'une catégorie de personnes qui seraient favorisées sur le plan de la naissance ou des milieux dans lesquels ils vivent. Là, la parfumerie s'est plutôt démocratisée après la Seconde Guerre mondiale et au fur et à mesure de ces dernières décennies. Donc, on se retrouve avec des nés qui sont sollicités par de grandes maisons ou de grandes entreprises. Et on se retrouve donc avec le souci du parfum, aussi bien pour la lessive que pour les gels douche, que pour la laque ou le shampoing. Ils ne suivent plus une muse finalement comme avant. Alors voilà, c'est-à-dire que les parfums autrefois étaient réservés, on va dire, à une certaine élite mondaine et en même temps qui avait cette espèce de repère olfactif aussi, parce que c'était une façon de se retrouver ensemble avec un peu les mêmes référents. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas toujours conscient qu'on est environné de tout un tas d'odeurs, d'ailleurs, qui sont censées être addictives et agréables, sans que d'ailleurs on les vraiment choisi, parce que en fait tout ça est concentré entre les mains de multinationales qui produisent toutes sortes de produits dont je viens de parler, et en quantité industrielle, et à moindre coût aussi pour la grande distribution. Et c'est le cas par exemple de L'Oréal.
Alors leurs produits sont parfumés, hein, c'est fait exprès d'ailleurs, mais sont accessibles à quasiment tout le monde. Il y a une réalité française donc qui est bien installée partout dans le monde, mais il y a également des sociétés de vente à domicile qui parviennent même à se faire connaître dans des villages très reculés de l'Amazonie pour vanter les mérites des produits Natura ou Avon, par exemple, à des populations traditionnelles analphabètes, comme au Brésil, par exemple. Et on trouve donc des flacons ou des reliquats de ces produits dans des contrées tout à fait improbables, un peu comme, si vous voulez, les canettes de Coca-Cola. Les ventes à domicile, mais certainement elles contribuent à démocratiser le parfum. Oui, alors et aussi à apporter des produits qui malgré tout sont attirants à des populations qui sinon n'auraient même pas la connaissance de l'existence de ces produits ou ne pourraient pas, et je pense à des personnes qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyper-ruralité, se les procurer autrement. Donc ça, la vente à domicile permet d'établir un lien et d'apporter aussi peut-être un peu de fantaisie, un peu de confort à des régions qui sinon seraient bien oubliées, quoi, hein, voilà. Alors, est-ce que ça répond vraiment à des besoins? Je ne sais pas. Mais par contre, de toute façon, le parfum, ça a toujours été plus quelque chose en lien avec le désir ou avec justement une fantaisie qu'avec vraiment une nécessité. C'est un moyen de se démarquer les unes des autres. Les gens ne regardent pas le produit qu'ils lavent, regardent l'odeur qu'ils laissent. Peut-être, et puis en plus on s'aperçoit que non seulement on utilise des lessives qui sont parfumées, mais qu'en plus des fois même on rajoute un adoucissant qui lui aussi est parfumé et par rapport auquel on a tout un tas de choix finalement olfactifs. Hein. Ça peut être l'odeur de la lavande comme celle de parfums plus exotiques, on va dire. Martine Viard, on a vu que la parfumerie à Paris, la parfumerie française avait tenu le haut du marché, j'allais dire le haut du pavé dans ce domaine-là, mais est-ce qu'on n'a pas vu à un moment ou à un autre arriver de nouveaux compétiteurs, de nouveaux pays? Alors évidemment, parce que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Paris, c'était la capitale de la mode et en même temps la capitale du parfum. Et effectivement, on avait... on était la référence absolue dans le monde entier, mais tout cela a vite changé parce que nous avons eu des rivaux parmi de l'autre côté de l'Atlantique avec les Américains. Alors les Américains ont toujours préféré d'abord les fragrances tenaces qui attirent l'attention et qui durent le plus longtemps possible, au moins la journée. Donc pour se faire belle et se parfumer une fois pour toutes le matin, les femmes utilisent des parfums qui vont être assez tenaces. Le parfum donc pour les Américains, c'est justement ce qui établit un peu le contact, le seuil, si vous voulez, entre la vie privée et la vie publique. Et jusqu'à une date récente, ils achetaient beaucoup de parfums en France. Alors ça pouvait être des maisons très convoitées comme celle de Chanel, Guerlain, Coty, Lanvin, Patou, qui détenaient quand même à l'époque 85% du marché des parfums aux États-Unis. Et puis avec Estée Lauder, eh bien, on a eu le retour, je dirais, du boomerang, c'est-à-dire qu'on a découvert dans les années 50 Use You.
Et là, ça a été un parfum qui a été une espèce de coup de foudre à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe et en particulier en France. C'est un parfum qui ne ressemblait à aucun autre. Un parfum assez puissant, assez capiteux, donc de ce point de vue-là, il a bien plu aux utilisatrices américaines qui aiment bien les parfums qui tiennent. Et du coup, on a fini aussi parce que c'était le moment où les femmes étaient de plus en plus présentes dans le monde du travail. Et du coup, en Europe, ce parfum a été bien accueilli pour ces mêmes raisons. Donc ça a été une espèce de sillage qui a conquis comme ça une grande partie du monde occidental. Un sillage qui est marqué par l'ambre et l'encens et qui est assez puissant. On peut même le mettre dans l'eau du bain. C'est assez, comment dire, il y a un bon rapport qualité-prix, on va dire. C'est-à-dire que c'est un parfum qui tient à la fois ses promesses parce qu'il est assez envoûtant, mais qui en même temps est assez économique au sens où il en faut pas beaucoup pour sentir très bon très longtemps. Voilà. Alors le groupe Estée Lauder aujourd'hui distribue jusqu'à 25 marques dans 150 pays. Donc ce n'est pas simplement Use You qui a ouvert comment dire la vanne, c'est aussi après ce groupe qui a été particulièrement productif et puis inventif et qui a su conquérir des parts de marché tout à fait lucratives, quoi. Mais voilà. nous allons là vers la parfumerie industrielle. Oui, et puis je crois qu'il y a une espèce de d'enthousiasme conquérant, on va dire. On retrouve ça avec Giorgio Beverly Hills de Fred Heyman. On retrouve ça avec Sekawan aussi de Calvin Klein. On retrouve ça avec aussi New West de Aramis. Donc tous ces parfums aujourd'hui, quand on en parle en France, ils sont aussi connus que des parfums de maisons françaises. Parce que justement les goûts américains de part et d'autre de l'Atlantique se sont petit à petit imposés en même temps qu'un nouveau mode de vie finalement. Donc on peut plus se dire que ce sont des concurrents, mais que ce sont en fait des gens avec qui on est partie prenante au sens où c'est des partenaires vraiment et où en plus il y a plusieurs milliards d'euros en jeu. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui se sont ouverts à la parfumerie, comme l'Amérique? Alors, pour l'instant, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays où il y a eu d'autres priorités économiques qui ont été mises en place. C'est-à-dire, par exemple, l'Asie a plus misé sur une production d'ateliers que sur des produits de luxe. Mais ça va peut-être venir. De même qu'il y a tout un tas de pays émergents dont on n'entendait pas trop parler sur le plan de la parfumerie, mais qui peuvent dans les prochaines années faire entendre parler d'eux, comme l'Argentine ou le Brésil par exemple. D'autant que finalement, on voit que les hommes aussi dans cette période se sont ouverts à la parfumerie. Donc c'est un nouveau marché. Alors, les femmes non seulement en ont ajouté à l'eau de leur bain et ont aussi utilisé souvent des dérivés, c'est-à-dire des laits ou des crèmes pour le corps qui permettent aussi de garder la fragrance plus longtemps. Mais les hommes également se sont mis au parfum, on va dire, parce que tout simplement on leur a proposé des parfums qui étaient adaptés à leur goût, quoi, hein. Et donc c'est aussi une façon pour eux d'avoir accès à la fois à des eaux de toilette, mais aussi à des nouveaux gestes, grâce par exemple au déodorant ou à l'aftershave, etc. Et donc on s'aperçoit que il y a probablement aussi un lien entre les hommes qui sont des nés, c'est-à-dire qui
qui sont au service des maisons de parfum, mais aussi qu'il y a quelque chose comme une parenté, un cousinage avec par exemple les œnologues ou par exemple avec les chefs en cuisine qui sont capables de détecter aussi des plats très succulents rien que à l'odeur qu'ils ont. Et on s'aperçoit également que ça a un impact très fort aussi sur le plan de l'écriture, qu'il y a des écrivains par exemple qui vont être très sensibles aux odeurs et qui vont en faire quelque chose dans la transmission de leur sensorielle, quoi, ou des ambiances qu'il y a dans leur œuvre. Je pense par exemple à Claude Simon qui a beaucoup travaillé sur le plan de la rédaction de ses romans autour de l'espace olfactif, et ça renvoie évidemment chaque fois à des atmosphères ou à des territoires d'investigation qui sont très marqués justement par les odeurs ou les parfums. Et ça c'est relayé aussi par d'autres hommes qui sont les aromathérapeutes ou les gens qui travaillent aussi sur l'aromacologie, qui a pour objectif d'évaluer scientifiquement les effets des parfums et des odeurs sur les humeurs et le comportement. Ah oui, on est rentré dans un côté marketing. On est très loin de Guerlain qui avait créé le parfum pour homme pour plaire à une femme. Alors oui, voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus, ce n'est plus seulement le charme, on va dire, qui est en jeu, c'est également des fonctions, si vous voulez, qui ont à voir avec tout un tas de corps de métier, mais aussi on renoue avec les fonctions autrefois attribuées aux senteurs, c'est-à-dire, rappelez-vous, quand on a parlé de l'Antiquité, on parlait des senteurs qui émanaient des cassolettes, des brûle-parfums, au Moyen-Âge, on a parlé aussi du relais, des fumigations thérapeutiques aussi à partir des jardins qui étaient ceux des herboristes, qui servaient à la pharmacopée. Donc tout ça finalement c'est à la fois quelque chose, un monde nouveau dans lequel nous sommes, bien sûr, parce que les enjeux sont pas les mêmes, mais en même temps, il y a quand même toujours ce lien avec à la fois la séduction, l'envoûtement et la thérapie, quoi. On est dans cette espèce de triangulaire. Et d'autant plus qu'on vit dans un environnement qui est perçu comme stressant ou inquiétant. Et donc, il y a beaucoup de produits, du coup, qui ont cette fonction vitalisante, tonifiante, ou au contraire, relaxante, voire zen, pour utiliser un mot qu'on utilise beaucoup au XXIe siècle. Et tout ça est proposé, évidemment, à une clientèle qui se veut être de plus en plus nombreuse et qui cherche des actions bénéfiques sur le corps, l'esprit, voire même l'âme. Mais ça, c'était déjà le but au temps de Cléopâtre. Martine Biard, est-ce que toute cette évolution que vous nous citez ne s'inscrit pas dans le fait que les personnes finalement font la chasse aux odeurs naturelles de l'environnement qu'ils disent mauvaises, ça ne sent pas bon? S'ils ne cherchent pas des odeurs plus envoûtantes, vous disiez, mais plus fraîches et moins naturelles peut-être?
Alors déjà, on peut remarquer que l'encens a quitté le temple ou l'église. Pour rejoindre l'espace personnel. Il y a tout un tas de bâtons d'encens ou de résines qui sont vendus et qui donc servent à améliorer les odeurs dans la maison. Après, on s'aperçoit aussi, on l'a vu avec tous les produits qui étaient à notre disposition dans les grandes surfaces, ou dans les pharmacies, ou dans dans tout ce qui est institut, les parfumeries, qui avait la mise en place finalement à l'échelon personnel de tout un tas de rituels d'hygiène, de toilettes. Et je pense que ça va avec le rejet, presque l'allergie aux mauvaises odeurs. Vous avez raison. Et c'est Sylvain Tesson qui parle par exemple dans Les Chemins Noirs de la pestilence qui tient à distance des élevages industriels. Et je pense que là il y a justement une espèce ça renvoie à une souffrance animale, à une concentration excessive du bétail, mais avec cette espèce d'odeur qu'il qualifie lui-même de pestilence et qui tiennent finalement l'homme civilisé, l'homme qui pourrait être compatissant aussi, à distance. Du coup, on a de plus en plus avec l'industrialisation la distanciation entre nature et culture, entre univers urbain et ruralité, et au point que même il y a entre guillemets des banlieusards qui s'installent à la frontière entre les deux et qui quelquefois portent plainte parce que on a à proximité de leur villa avec jardin des odeurs de crottin de cheval parce que dans le pré d'à côté il y a 2 ou 3 percherons ou qui se plaignent des odeurs de basse-cour quand c'est pas du cocorico du coq le matin. Donc on voit bien que on est dans 2 espaces qui n'ont plus rien à voir et qui ont du mal à établir justement des ponts, et que finalement ce qu'on pensait être autrefois des odeurs naturelles, familières, comme celle du crottin de cheval, surtout quand on se déplaçait beaucoup grâce aux chevaux, aujourd'hui c'est des odeurs qui deviennent de plus en plus préoccupantes, ou en tout cas moins bien tolérées, alors que par contre on va être beaucoup moins sensible à l'odeur qu'il y a dans le métro ou aux odeurs de gaz d'échappement des voitures. Oui, parce que c'est une odeur normale dans laquelle on vit, on ne la sent plus. Voilà, on finit par s'habituer ou à tolérer des odeurs qui sont tout aussi désagréables, peut-être même plus pour notre santé, mais qui nous semblent plus banales. Voilà. Alors que on va être attentif à des odeurs finalement auxquelles, qui ne font plus partie de notre univers proche, et qui du coup vont nous sembler dérangeantes, quoique elles peuvent l'être vraiment aussi. Quels sont les noms qui tiennent un petit peu la parfumerie à l'heure actuelle en France? Alors justement, ce qui a changé par rapport au siècle dernier, c'est qu'autrefois c'était les grandes maisons de parfums qui étaient à l'honneur et qui étaient des référents. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la haute couture, que les joailliers, que les marques de sport, les actrices de cinéma, les chanteurs, les peintres même comme Salvador Dali ont leur marque de parfum. Et il y a aussi des parfums qui sont liés à des sites prestigieux, comme par exemple les parfums du château de Versailles. On a aussi des endroits de production dont j'avais parlé d'ailleurs dans des émissions précédentes, comme par exemple Grasse, au Cimenton, juste à côté, sur la Côte d'Azur, qui ont aussi maintenant leur chaîne de parfums. Vous avez par exemple Gallimard, Fragonard, qui ont leur parfum attitré. Et puis après, on a aussi des villes
qui s'inspirent justement de ces compositions olfactives pour créer leur signature, leur parfum spécifique. Vous avez des chaînes hôtelières qui ont un lien ou pas avec des spas ou des instituts de beauté et qui ont envie aussi d'avoir une signature olfactive. Il y a même des stations thermales avec des senteurs et des couleurs repères. Quand on fait sa signature olfactive, on cherche à créer une mémoire. Oui, et puis peut-être aussi, de nouveau, le rêve et l'évasion. Voilà. Parce que souvent, ça a à voir avec des senteurs aussi qui peuvent être océaniques ou évoquer une pinède ou des épices, donc quelque chose qui a à voir avec quand même l'exotisme, les vacances, une espèce d'hédonisme. Alors, pour conclure, je vais passer par un compositeur de parfum qui s'appelle Céline Elena, et comme on est dans une période où nous sommes préoccupés quand même par la distanciation sociale, les mesures barrières et les précautions qui s'imposent à cause du coronavirus, je terminerai cette série donc consacrée aux odeurs et aux parfums et à la société en vous disant: sentir, c'est toucher à distance. Donc, quand nous ne pouvons plus nous donner l'accolade ou nous serrer la main, faisons en sorte quand même d'avoir autour de nous un sillage parfumé qui charme et puis un nouveau lien de convivialité finalement. Voilà, un nouveau lien, de convivialité. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit aussi gourmand que la frangipane, mais enfin faire en sorte quand même que ce soit, ça continue d'être charmant les uns pour les autres. Je vous remercie beaucoup, Martine, de nous avoir enchantés pendant toute cette année. Nous vous retrouverons pour une émission, vraisemblablement à propos en juillet, pour nous donner des livres de lecture sur les parfums, je crois. Et dans le cas où nous pourrions avoir à proximité de notre domicile des lieux aussi où on puisse approfondir la connaissance des parfums, j'ai prévu aussi de vous donner quelques adresses de musées ou de centres où on puisse se renseigner. Voilà. Donc en attendant, passez tous un bon début d'été et à bientôt se retrouver, Régine, et aussi pour nos fidèles auditeurs au mois de juillet, alors comme prévu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie aussi pour votre attention. Merci.